parce qu'on en vient à cette principale question. Avec les heures qui passent, on en sait davantage. Et puis les recherches nous en apprennent davantage sur vraiment les convictions et la substance de ce nouvel homme fort, Abou El-Joulani, ce nouvel homme fort de la Syrie. A-t-il vraiment tourné le dos à son engagement djihadiste? C'est la question qui est posée. Ou bien la Syrie risque-t-elle de basculer dans une république islamique fondamentaliste au sens premier du terme? Alors, il y a les analyses, mais il y a les faits. Parce que, encore une fois, avec les heures et avec le recul, les faits apparaissent. Et il y a beaucoup d'éléments à donner. Ensuite, on vous écoutera, mais bien entendu, c'est la principale question qui est posée ce soir. Pour les faits, voici les indispensables avec Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors l'évolution de cet homme, on pourrait d'abord la résumer par sa transformation physique, c'est-à-dire la façon dont il a modifié son apparence. Effectivement, alors juste avant, je voulais vous montrer ce qui est peut-être l'image du jour, avec une mise en scène très aboutie. Abou Mohamed Al-Joulani, 42 ans, photographié de 3 quarts d'eau, avec à ses pieds la capitale de la Syrie, Damas. C'est la posture même d'un nouvel homme fort. Alors oui, la transformation physique, elle est frappante. Vous allez voir, au début des années 2010, voici Abou Mohamed Al-Joulani, cadre d'Al-Qaïda. Il vient alors de passer 5 ans dans les geôles américaines en Irak et il est chargé de créer le Front Al-Nosra, la branche syrienne du mouvement djihadiste. Longue barbe noire, turban noir, gilet militaire, drapeau de la milice en fond. 4 ans plus tard, c'est la rupture. Il rompt avec la mouvance Al-Qaïda et avec son chef Al-Baghdadi. Il dissout Al-Nosra et c'est alors qu'il fonde le groupe Hayat Tahrir Al-Sham. Transformation physique flagrante, le costume a remplacé l'habit traditionnel, le cheveu est court, la barbe est bien taillée et à ce moment-là, il est déjà le chef d'une petite portion du territoire syrien autour de la ville d'Idlib. Tout dernier costume, entre guillemets, le tombeur de Bachar el-Assad. Là encore, la transformation s'achève. L'habit militaire kaki, façon Zelensky, a fait son apparition. Transformation aussi donc dans ses visées politiques, ses engagements, ses promesses. Effectivement, il ne manque pas une occasion de se différencier de tout régime de terreur. Écoutez-le par exemple hier à la mosquée des Omeyyades, premier discours de victoire sur un ton rassembleur. هذا النصر يا اخواني تاريخ جديد للامه الاسلاميه باكملها. هذا النصر يا اخواني تاريخ جديد للمنطقه. ترك سوريا تركها مزرعه للاطماع الايرانيه. نشر فيها الطائفيه. أثار فيها الفساد. En clair, pas d'oppression pour les innombrables minorités syriennes, les chrétiens, les druzes ou encore les kurdes. Autre point marquant, la consigne très claire d'éviter les exactions. Écoutez cette déclaration solennelle d'Abou Mohamed Al-Joulani la semaine dernière à la veille de la prise de la ville d'Homs. ونوصي إخوان المجاهدين كما أوصيناهم في السابق بأن يعطفوا على الناس ومن ترك سلاحه فيؤمنوه ومن فر فلا يدركوه والحمد لله رب العالمين. Enfin, cette déclaration a pu surprendre. Le groupe adopte une posture conciliante à l'égard d'Israël. Voilà par exemple ce qu'a déclaré un responsable du groupe HTS. Nous aimons Israël et nous n'avons jamais été ses ennemis. Ça, c'est un marqueur très important. Évidemment, cette déclaration sur Israël qui a pu surprendre, mais c'est très important. Ça, ce sont les déclarations, ce sont les mots. Mais il y a aussi les actes. Abou Mohamed Al-Joulani administre depuis quelques années une ville, la ville d'Idlib, et son entourage immédiat. C'est quand même 150 000 habitants. Quels sont ses actes ? Eh bien, cette ville d'Idlib, effectivement, elle se trouve au nord-ouest de la Syrie. Il en a pris le contrôle depuis 2017. À Idlib, Al-Joulani a mis en place un embryon d'État baptisé le gouvernement du salut syrien, qui évoque un gouvernement classique en théorie, puisqu'il y a un Premier ministre, des ministères financés par des impôts, des péages routiers. Et ce qui est frappant aussi, c'est que Al-Joulani a effectivement appliqué un dialogue avec les minorités religieuses. Écoutez, Wassim Nasr, journaliste pour France 24, est l'un des rares à s'être rendu à Idlib. Il y a un responsable des affaires des minorités, donc concernant les chrétiens et les druzes par exemple, mais tout ça a des limites. Donc là, ils rénovent les églises, ils ont le droit de dire la messe tous les jours, ils appellent les autres chrétiens à revenir, mais il y a des limites. Donc les limites, c'est pas de croix apparente, on ne fait pas sonner les carillons. Mais vous allez peut-être récupérer vos droits
et une partie de vos terres. Donc voilà, c'est une négociation continue. Enfin, qu'en est-il du sort des femmes? Elles sont soumises à des restrictions vestimentaires notamment, mais beaucoup d'entre elles travaillent. Les jeunes filles vont à l'école. Pour Wassim Nasr, il ne faut pas se méprendre. On reste dans un système autoritaire, dans une république islamique, mais rien à voir visiblement avec l'État islamique ou les talibans. Écoutez-le. Oui, il y a de la mixité dans les parcs et dans les centres commerciaux. Oui, les filles vont à l'école, il fallait le voir. Et même à l'époque, quand je suis revenu, les gens n'y croyaient pas trop. Sauf que finalement, c'est effectivement ce qu'il a fait. Et visiblement, les Occidentaux sont déjà en train de s'interroger et peut-être de revoir leur position, parce qu'il faut rappeler que la tête de cet homme, Al-Joulani, est encore mise à prix aux États-Unis 10 millions de dollars, parce que son mouvement est considéré comme terroriste. Alors pour le moment, visiblement, la Grande-Bretagne ouvre la porte. Nous prendrons rapidement une décision concernant un éventuel retrait du groupe HTS de notre liste des organisations terroristes. Il faut rappeler effectivement que le Royaume-Uni l'a inscrite depuis 2018, comme les États-Unis et le Conseil de sécurité de l'ONU. Donc c'est une déclaration importante. On vient également d'apprendre que la France envisage de suspendre les demandes d'asile des Syriens. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Paris envisage qu'à l'avenir, il n'y ait plus d'oppression à Damas. Voilà, et vous montriez le fait que l'assassin de Samuel Paty était en contact avec lui. On va en dire un mot tout à l'heure aussi. La France s'interroge donc sur cette possibilité. L'Allemagne, l'Autriche sont déjà en train de franchir le pas. C'est-à-dire considèrent qu'il faut suspendre toute demande d'asile en provenance de la Syrie, ce qui est une manière implicite de considérer que le nouveau régime ne mettra pas en danger des personnes pour leurs convictions politiques ou religieuses. C'est l'Allemagne et l'Autriche pour l'instant. Je vous pose la question directement, Mariam. Est-il un dissimulateur ou à la lumière de tout ce qu'on vient de voir, on n'est pas dans le profil de quelqu'un qui pourrait ressembler aux talibans en Afghanistan, par exemple? Alors oui, les talibans, c'est extrême. Il y a la République islamique d'Iran. Moi, je vais faire un parallèle. Moi, c'est comme ça que j'ai ressenti les images, en tout cas ce week-end. J'ai vu une similitude avec la révolution islamique de 1979, même si ça n'a rien à voir. Et ce n'était pas les mêmes données, mais avec cette joie extrêmement forte dans les rues du pays de Syrie. Et Khomeini, qui à l'époque est en exil à Neuf-le-Château, qui revient en Iran dans un avion Air France au bras d'un commandant de bord français et qui dit « je vais faire une transition démocratique » et qui instaura une république islamique. Je pense qu'on sait assez peu de choses pour le moment. Effectivement, il a polissé son physique, il a polissé son image, il a polissé ses déclarations. Il a encore déclaré tout à l'heure une amnistie pour les soldats de Bachar al-Assad, puisque les soldats de Bachar al-Assad, au moment où les villes tombaient, où Bachar al-Assad était déchu, ont vite retiré leurs habits militaires pour ne pas être victime d'une sorte de vendetta ou de vengeance. Lui, il a plutôt, pour le moment, mais c'est encore c'est de la sémantique, il tend la main aux minorités religieuses, notamment aux alaouites, dont est originaire Bachar al-Assad, cette minorité chiite, puisque Bachar al-Assad prônait, pour se garder cette minorité un peu sous la main, sous le cou, disait c'est moi ou le chaos, si jamais d'autres sunnites, des sunnites arrivent au pouvoir, ce sera la fin des alaouites. Quid aussi des inquiétudes des chrétiens, comme c'était très bien expliqué, il y a énormément de minorités en Syrie, donc il tend plutôt la main vers ces minorités religieuses, il tend la main vers la région. Pour le moment, il a nommé un ennemi, c'est l'Iran. C'est ce qu'il a dit hier dans la mosquée des Omeyyades à Damas. Il n'a pas nommé Israël. Et effectivement, cette sorte d'État hybride qu'il avait mis en place avec des impôts, avec quand même à Idlib une sorte de vie qui fonctionnait, des services publics, mais quand même une charia qui était appliquée pour les femmes. D'ailleurs, il y a une image qui a été diffusée, la journaliste de CNN qui a interviewé Al-Joulani il y a 3 jours, en Syrie, elle a le voile devant lui. Moi, cette image, elle m'a interpellée. Donc, il faut Alors ça, c'est important, parce qu'il me semble qu'on a vu des femmes sans voile dans les rues d'Idlib, là où donc cet homme gouverne depuis quelques années. Alors là, pour le coup, c'est quand même une réalité. Bien sûr. Je pense qu'il faut rester prudent. Là, effectivement, ces dernières 48 heures, on a laissé la place à la joie des Syriens, qui pour la première fois sortaient dehors. Vous rendez-vous compte, 54 ans de terreur et de barbarie. Et les
Syriens, quand vous les interrogez, qu'ils soient en Europe ou en Syrie, vous disent on verra après. Pour le moment, on savoure notre joie, on savoure notre bonheur. Effectivement, la vie commence pour nous. Aujourd'hui, tout est possible. En fait, les Syriens, on leur sort entre les mains, à voir si Al-Joulani, qui est le nouvel homme fort pour le moment de Damas, va prendre en compte toutes les aspirations démocratiques des Syriens. Et pour le moment, c'est beaucoup trop tôt pour en tirer des conclusions. Je pense qu'il y a beaucoup d'inconnus pour l'instant. Quelle est votre analyse générale ? Alors, premier point, je voudrais revenir 2 secondes sur Idlib, parce qu'on a oublié. Mais Idlib, en fait, c'est la ville dans laquelle, chaque fois qu'une ville était reprise par l'armée syrienne et par les Russes, plutôt que de raser et de passer des mois à détruire, en fait, ils envoyaient tous les djihadistes vers Idlib. Et il y avait un accord entre les Russes et les Turcs pour que les Turcs désarment ces factions. Et en fait, les Turcs ne l'ont jamais fait. Et donc, ça a 2 conséquences. D'abord, les Turcs sont derrière, on n'en a pas parlé pour l'instant, mais ils sont quand même pas loin. Et le deuxième point, c'est qu'il a été capable, lui, dans cette myriade de mouvements islamistes djihadistes, d'organiser les choses, comme ça vient d'être prouvé. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Et les organiser, pardonnez-moi, d'une façon relativement, je ne sais pas si le mot est le bon, mais modérée. Oui, d'une façon relativement modérée. Le deuxième point, j'avais discuté avec Wassim Nar, il m'avait expliqué, puisqu'il est allé l'interviewer là-bas, et il m'avait expliqué qu'effectivement, méfiance, mais enfin il y a quand même des gestes. Le deuxième point, c'est son intérêt. S'il veut devenir un chef en Syrie, il va falloir reconstruire. Il va falloir reconstruire avec qui ? Avec les pays du Golfe, qui vont pouvoir apporter de l'argent, avec l'aide des Européens et des Américains peut-être. Donc il a intérêt à polir son image et à faire en sorte que la Syrie soit acceptable pour que l'argent vienne et qu'il puisse reconstruire. Puis un dernier phénomène... Tout ça vous incite à un relatif optimisme ? Oui, un relatif optimisme, sous surveillance, mais un relatif optimisme. Et le dernier point, c'est la moitié de la population syrienne a fui au Liban, en Turquie, en Europe. Or, ces gens-là, ils vivent depuis 10 ans de façon complètement différente. Et quand ils vont revenir en Syrie, ils vont avoir un poids dans la société syrienne. Et on ne va pas leur faire avaler n'importe quoi. Parce qu'ils ont vécu, alors comme des réfugiés. Alors en Turquie, c'est très amusant, j'ai rencontré le maire d'Ankara il y a 15 jours. Son souci, c'était le retour des 3 à 4 millions de Syriens qui étaient en Turquie. Parce qu'ils pensent qu'en fait, ça a chamboulé la société turque. C'est donc visiblement une des priorités d'Erdogan aussi. Bien sûr. Erdogan, tout à fait, il veut les chasser. Erdogan pense qu'il a perdu les élections municipales à cause de ça, parce qu'il y a un problème migratoire. Donc je pense qu'il va falloir compter avec cette, peut-être pas moitié, mais un quart de la population qui viendra d'ailleurs et qui va venir avec une vision différente en Syrie. Ici, on vient d'apercevoir le premier geste qu'a fait Al-Joulani en arrivant à Damas. Il a arrêté la voiture, il est allé sur le gazon d'une place et il a baisé le sol. Est-ce que vous aussi, vous êtes d'un relatif optimisme à la mesure, encore une fois, de ce qu'on a entendu et de ces années passées à Idlib où il avait le pouvoir ? Absolument. Pour 2 raisons supplémentaires. La première, c'est qu'il y a eu 1,5 million de morts en Syrie au cours des 12-13 dernières années. Le pays est épuisé. Il y a un moment, c'était une formule du philosophe allemand Hans Magnus Eisenberger, le sang assèche le sang. Et le deuxième point, c'est que la Syrie, ce n'est pas la Libye, ce n'est pas l'Afghanistan. Il y a une sorte de civilisation, de raffinement. Et donc, je crois qu'il ne faut pas faire de chèque en blanc, c'est évident, mais pas non plus d'alarmisme, de procès en sorcellerie. Je dirais spontanément, intuitivement, c'est peut-être différent. Et je crois qu'avec beaucoup de pragmatisme, de sérieux, mais un peu de confiance, on peut effectivement essayer d'aller vers cet homme qui va vers nous. Et ces déclarations sur Israël sont quand même
particulièrement, alors on pourrait dire courageuse ou troublante. Dire ça aujourd'hui à la tête d'une révolution islamique qui s'empare d'un pays, ça n'est pas évident. Et c'est clair qu'il a longuement réfléchi avant de laisser un de ses adjoints s'engager sur ce terrain en des termes aussi forts. Alors en même temps, il y a une réalité. C'est que Bachar el-Assad est la victime collatérale de la défaite stratégique du Hezbollah au Liban et de l'échec profond, cuisant de l'Iran. Donc c'est leur meilleur allié. Mais le dire, comme il l'a dit... On y viendra dans quelques instants, effectivement, à l'impact sur les équilibres régionaux qui est énorme. D'abord, vous, Vincent, quel est votre sentiment ? Encore une fois, il y a les déclarations, il y a les faits. L'apparence physique, c'est presque anecdotique, mais peut-être que ça compte aussi la façon dont il s'est présenté depuis quelques mois. À mon sens, à ce stade de l'histoire, le bon cocktail, c'est vigilance et bénéfice du doute. Voilà. Bénéfice du doute quand même, pour vous aussi. Hein. Bien sûr. Regardez, il a eu une époque férocement djihadiste. Lorsque, par exemple, il est à la tête du front Al-Nosra, il pratique l'attentat suicide, les exécutions sommaires, etc. Le front d'Al-Nosra. Voilà. Bon. Donc, à la demande de Baghdadi à l'époque. Bon. Et ensuite... il a du sang sur les mains. Mais, oui. Ça remonte à 10 ans, mais il a du sang sur les mains. Évidemment. Et notamment, le sang de ses rivaux. Car certains des bons connaisseurs du dossier soulignent qu'il a fait preuve de plus de pugnacité encore contre d'autres factions islamistes que contre les forces de Bachar el-Assad pendant un certain temps. Quand il y a donc ce sorte de micro-califat, ce gouvernement du salut syrien, il l'organise, il y a des tribunaux islamiques, il y a un système scolaire, etc. Et d'ailleurs, certaines des missions de service public sont confiées à des institutions internationales. Bon. Et il y a à ce moment-là, on est en octobre 2023, une note commune, ce qui est assez rare, de la DGSE, donc le service extérieur français, et de la DGSI, le service intérieur. Que dit cette note commune ? Elle se penche sur la situation de 170 Français, ils sont 220 au total, mais 170 adultes qui vivent dans ce micro-État et qui inquiètent énormément, évidemment, Paris. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que l'intéressé place sous surveillance ceux qui sont considérés comme, en quelque sorte, attachés encore au projet de djihad international. Bon. Alors que lui dit l'avoir répudié, ce projet-là. Et donc, il est très probable qu'il y ait une forme de coopération à ce moment-là. Et par exemple, l'un de ces Français, qui est condamné en France à 10 ans de prison, il était l'un des organisateurs d'un réseau de recrutement depuis la mosquée de Villiers-sur-Marne, en banlieue parisienne, eh bien, il est nommé à la tête d'un tribunal islamique. Bon. Donc, si vous voulez, il sait comment ça fonctionne. Il a une... Qu'il ait changé ou pas, les hommes changent-ils, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'il y a une capacité d'adaptation chez lui. Les hommes changent-ils, je n'en sais rien. Non. Est-ce qu'on peut changer quand on a eu des convictions djihadistes, quand on a été imprégné et à son propos, on a parlé d'endoctrinement quand il avait 20-21 ans et qu'il a rejoint la lutte, quand il a rejoint le djihadisme en Irak d'abord, après l'intervention américaine. On peut changer, il y a quand même des précédents. Oui, on peut changer, mais entre les mains, le pouvoir change les hommes. Là, il a le pouvoir entre les mains. Le pouvoir peut changer les hommes. Donc, il y a des promesses, effectivement, d'arriver. Il y a tout à faire en Syrie. Vous parlez de 500 000 morts, mais il y a 6 millions de déplacés en Syrie, 6 millions de réfugiés. Il y a la moitié de la population syrienne qui n'habite plus chez elle. C'est un pays qui est à terre. Un tiers des bâtiments de ce pays sont en ruine. Bachar el-Assad n'a absolument rien reconstruit. Donc, il arrive dans un pays où il a besoin d'aide internationale. C'est exactement... Alors, je ne fais pas le parallèle, mais lorsque les talibans reviennent en Afghanistan, ils essayent de dire qu'ils sont un peu plus modérés parce qu'ils ont besoin de l'aide internationale pour reconstruire l'Afghanistan. Voilà, l'avenir nous a donné la réponse. Donc là, il est dans une politique de main tendue. Mais comment va-t-il réagir quand il va être à la... Parce que là, il y a une transition de pouvoir. Comment va s'organiser aussi cette coalition de rebelles ? Parce qu'il n'y a pas que lui. Il y a aussi... Alors ça, c'est une question. Rebelles. Les factions. Il n'est pas seul. Il n'est pas seul dans ces rebelles. Et il y a beaucoup d'autres factions qui sont bien plus radicales que lui. Est-ce qu'il va devoir composer ? Est-ce que quelqu'un veut répondre là-dessus ? D'abord, vous parliez de changement de l'homme. Oui. Lui-même le dit.
Il dit, quand on a 20 ans, on réagit comme ça. Et souvenons-nous, c'est quand même l'intervention américaine en Irak, hein, qui a été son premier engagement. Donc il dit, à 20 ans, on est comme ça. À 40-50 ans, on n'est plus le même homme. Et on a changé. Et je trouve le fait qu'il ait pris, et que le Premier ministre d'ailleurs de Bachar al-Assad a répondu à son appel, en disant « moi je veux une transition », et qu'il rencontre, ça montre qu'il veut construire quelque chose. Mais effectivement, le point, ça va être... alors, s'il a été très dur avec d'autres factions avant, comment il va arriver à contrôler des factions qui sont certainement beaucoup plus djihadistes et beaucoup plus dures que lui? Alors, il aura aussi des mouvements démocrates autour de lui, et notamment le mouvement druze. Enfin, on dit beaucoup, en tout cas, c'est une tendance qui est plutôt orientée vers des velléités démocratiques. Je ne sais pas si c'est vraiment... Soyons clairs, il ne rêvera jamais d'instaurer, ni à Idlib, ni dans la Syrie, une démocratie libérale à la scandinave. Ce n'est pas sa vision du monde. En revanche, comme il est pragmatique, il sait qu'il a effectivement affaire à des rivaux. Vous savez, même lorsque il était à Idlib, il y avait des factions qui le jugeaient trop tiède, trop bienveillant envers les Occidentaux. Quand il instaure la mixité dans les centres commerciaux, il y a des tirs de nuit pour dissuader les civils de céder à cette tentation. Donc, ce qui plaide plutôt en sa faveur. Alors ça il en a conscience. Mais pour autant, le plus important pour lui, c'est qu'il sait aussi qu'il n'est pas le seul. Si on simplifie, vous avez aujourd'hui 3 forces. Vous avez une force qui est plutôt kurde, une force plutôt pro-turque, et la force kurde étant plutôt soutenue par les Américains, et puis lui. Mais au moment de Damas, quand les villes tombent les unes après les autres, Alep, Homs, etc., Dera, c'est la course. Et ceux qui se retrouvent à Damas les premiers, ce ne sont pas ces hommes. Donc vous avez, il y a déjà aujourd'hui cette difficulté qu'il y ait d'imposer son autorité sur l'ensemble de ces factions disparates qui ne poursuivent pas les mêmes objectifs. D'où un risque effectivement de partition de facto. Elle existait déjà, mais un risque effectivement d'éclatement du pays s'il ne parvient pas à imposer son autorité sur l'ensemble de ses forces. D'un mot, juste avant de vous entendre, Dominique, c'est vrai que le meurtrier de Samuel Paty se réclamait de ce mouvement et qu'il correspondait avec ce mouvement. Alors, c'était en 2000... Oui, enfin, plus exactement, il a revendiqué cet assassinat auprès d'un Tadjik qui, lui, travaillait dans l'appareil de propagande de ce mouvement. C'est, à mon avis... C'est pas forcément un élément qui est à mettre au passif, enfin qui accable ce mouvement. Parce qu'à ma connaissance, le mouvement a réfuté le fait qu'il se réclamait d'HTS. Hein. Donc, si vous voulez que quelqu'un se réclame, parce qu'il disait en fait, je me réclame d'eux parce que c'est les plus forts et c'est eux qui vont gagner. Bon, très bien. Mais le mouvement a tout de suite dit, mais nous, on n'a rien à voir avec lui. Hein. Le mot de la fin là-dessus, Dominique, vous vouliez dire un mot. Spontanément et intuitivement, il a vraiment du charisme, cet homme. Il a compris comment jouer de l'image. La photo que vous avez montrée de profil dominant Damas, c'est Bonaparte au pont d'Arcole. Enfin, il y a des images iconiques qui peuvent rester. Et donc, il a compris comment gérer son image. Est-ce que ça voudra dire qu'il saura gérer le pays? C'est une autre histoire. Là voilà cette photo. Bien, en tout cas, je retiens tout de même que le bénéfice du doute, peut-être, pour reprendre la formule de Vincent. Le bénéfice du doute un peu moins pour vous, Marianne. Un peu moins pour moi, Plus méfiante, vous invoquez les précédents de 79, notamment avec la révolution forcément. en Iran. Non, mais